Olivier Jalaguier, bienvenue dans Tête à Tête. Bonjour Benjamin. Pourquoi avez-vous accepté l'invitation de Tête à Tête? Patrick et moi, on s'est connus il y a quelques années, il y a un peu plus de 2 ans. On avait créé une émission sur Radio Nîmes qui s'appelait Les Grandes Gueules du Gard. Bon, depuis, chacun a fait sa vie, sur les réseaux sociaux notamment. Patrick a créé On en parle, puis maintenant Tête à Tête, une excellente émission. Moi, pour ma part, j'ai créé mes chroniques du jeudi. Et je trouve que ce format sur Internet, sur les réseaux sociaux, est une respiration démocratique importante sur la ville qui a toute sa place. Et ça fait du bien à la période où on est sur l'information continue qui rabâche toujours les mêmes choses. Donc voilà, je me félicite que mon ami Patrick et moi, on ait apporté ce petit plus que Nîmes est pilote d'ailleurs à la matière. Donc je participe à cette émission avec un infini plaisir. Bonjour, bienvenue. Allez-y. Bonjour Nicolas Cadenne, bienvenue dans Tête à Tête. Pourquoi avez-vous accepté l'invitation de Tête à Tête? J'ai accepté l'invitation de Tête à Tête parce que je pense que c'est toujours très important, très intéressant de pouvoir débattre, échanger avec des gens qui ne pensent pas forcément la même chose, en particulier sur notre ville et sur la vie des Nîmois. Et je pense que Patrick Magès est un expert pour organiser ce genre de débat et les animer. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci de nous rejoindre une nouvelle fois et de prendre un petit peu de votre temps à nous suivre dans l'émission Tête à Tête que vous retrouverez toutes les semaines sur notre page Facebook. Nous recevons dans le cadre de cet entretien deux hommes politiques opposés. L'un est à droite, chef d'entreprise, Olivier Jalaguier. Bonjour Patrick. Bonjour Olivier. Directeur de l'agence de communication Terra Luna et le chef de file de Magnanime, un cercle de réflexion sur l'avenir du territoire nîmois, proche de la municipalité nîmoise. Tu es proche du maire. Ah, si tu parles de Magnanime, Magnanime n'est pas proche de la municipalité nîmoise. Justement, nous en parlerons tout à l'heure. Le second, bonjour Nicolas. Bonjour. Nicolas Cadenne, lui PS, rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité, travaille auprès du Premier ministre, juriste, ancien conseiller ministériel. C'est ça. Bonjour à tous et merci encore de nous suivre. Nous sommes au restaurant Le W, square de la Couronne chez Alain Moulin. Nous aborderons les sujets qui intéressent les Nîmois, mais également de vos ambitions, de votre stratégie politique, tout cela sous l'œil bienveillant de Benjamin Baron à la vision et à la réalisation de cette émission. Alors Nicolas, sois le bienvenu dans cette émission. Merci beaucoup. Tu vas avoir 38 ans en juillet prochain. Tu es un jeune et brillant C'est gentil. politicien. Si. Alors, j'y vais d'emblée. Allez. Que réponds-tu à ceux qui disent que tu ne vis que de la politique et si tu me permets cette expression, de ne jamais avoir mis les mains dans le cambouis? C'est assez simple à répondre. En fait, c'est pas étonnant que des opposants puissent avoir ce genre de formule. Après, le problème, c'est que c'est faux. C'est faux factuellement, puisque j'ai jamais été élu, donc je n'ai jamais vécu d'indemnité d'élu. Et ensuite, j'ai une mission d'intérêt général que je conduis pour l'État. Mais conduire des missions d'intérêt général pour l'État, c'est pas vivre de la politique. Je veux dire, vous n'allez pas dire à un fonctionnaire, parce qu'il va être fonctionnaire au niveau de l'État, qui vit de la politique parce que cet État est dirigé par des hommes ou des femmes politiques. Donc moi, c'est un peu ça. Depuis 6 ans, je mène une mission d'intérêt général sur la laïcité, qui n'est pas directement politisé, c'est quelque chose d'interministériel, c'est quelque chose qui n'est ni de droite ni de gauche, au service de la nation. C'est pas vivre de la politique que de travailler sur la bonne application de la laïcité. Et puis sans parler du fait, quand même, je veux le rappeler, que je vais plusieurs fois par semaine sur le terrain, partout en France, que je me suis forcé à faire ça, parce que ça me paraît très important de travailler directement avec les premiers acteurs concernés, parce que c'est comme ça qu'on travaille bien dans la réalité, dans les établissements socio-éducatifs, dans les centres éducatifs fermés pour les mineurs délinquants, les prisons, etc., les établissements scolaires bien entendu, et puis sans parler bien sûr de mes engagements associatifs nombreux, notamment commencés à Nîmes dès mes 15-16 ans, qui sur le coup sont vraiment du terrain, quoi. Voilà, chose dite. Qu'est-ce que tu en penses de cette réponse, Olivier Jalaguier? Non, moi je comprends tout à fait ce que veut dire Nicolas. Il ne faut pas confondre vivre de la politique, il a parfaitement répondu à la question, parce qu'il ne vit pas de la politique. Il travaille pour la politique, mais il ne vit pas de la politique. Il n'est pas élu et avec que ce mandat-là. On a des exemples sous les yeux qui sont contraires. En revanche, ce que je crois comprendre dans ta question, c'est la réalité avec le monde du terrain, qu'on vive nous au quotidien, le secteur privé, voilà, les réalités qu'on partage
de nombreux Français. Alors effectivement, quand on est fonctionnaire ou qu'on travaille pour l'État, et encore que j'ai pas le statut protecteur de fonctionnaire d'ailleurs, hein, je peux être remercié du jour au lendemain, ce qui est quand même assez précaire. Quand on n'est pas dans l'entreprise privée, on connaît le monde public peut-être plus que l'entreprise privée. Pour autant, un fonctionnaire n'est pas pour autant déconnecté de la réalité de terrain parce qu'il est fonctionnaire. On ne va pas dire à des infirmiers, infirmières, des pompiers et des policiers qui ne connaissent pas la réalité de terrain parce qu'ils ne travaillent pas dans une entreprise privée. Après, de toute façon, je pourrais ajouter que j'ai aussi travaillé dans l'entreprise privée, même si je dois le reconnaître, c'était des périodes très courtes. Et enfin, je dois quand même tout simplement dire que dans ma famille directe, dans ma famille nucléaire, dans mes proches, aussi, j'ai beaucoup de gens qui sont salariés, évidemment, ou qui sont eux-mêmes entrepreneurs. Donc j'ai quand même, évidemment, la connaissance de ce milieu-là, soit pour y avoir travaillé, même si c'était peut-être pas suffisamment, soit pour avoir mon entourage direct qui y est. Bon, c'est dit. Voilà. Bon, Olivier Jalaguier, étant donné ta proximité avec le maire Jean-Paul Fournier, penses-tu être suffisamment crédible avec magnanime et tes ambitions politiques? En effet, tu fais de la politique, mais tu roules pour qui? Oula, plusieurs questions dans la question. Oui. Si tu veux Alors, bien me laisser... pardon, excuse-moi, après tu répondras. Je précise quand même que cette émission n'est pas une émission lisse, mais elle est toujours faite avec bienveillance. Ah ouais, non, mais il y a plusieurs questions dans la question, si tu me permets. Il y a d'abord la question de la proximité avec Jean-Paul Fournier. Ça veut tout dire et rien dire quand on parle de politique. Il y a de l'amitié, il y a du respect. Depuis longtemps, on travaille depuis très longtemps ensemble. Je l'ai accompagné en 1997, j'étais UDF à l'époque. Et j'ai rejoint le RPR via mon ami Henri Guénon. Et j'ai décidé de soutenir la démarche qu'engageait Jean-Paul Fournier pour le renouveau de cette ville. Voilà. Donc il y a une vraie amitié. Je pense comme de nombreux Nîmois qui soient de droite ou de gauche, parce que là, je pense que c'est transpartisan. Il y a une vraie reconnaissance du travail fait. Tout ce qu'il a dit, quasiment il l'a fait. Voilà. Donc après Magnanime est là, pas pour être contre les gens ou pour les gens. Et Magnanime est là pour écrire. J'ai pris conscience que on passait une nouvelle étape de cette vie du territoire et qu'il faut écrire les 30 ans à venir. Jean-Paul Fournier a écrit les 20 ans qui se sont écoulés. Là, il reste à écrire les 30 ans qui vont s'écouler. Je compte, à travers Magnanime avec mes amis, participer à l'écriture de ce projet de territoire. C'est pas être pour ni contre. Je mène une réflexion qui sera, on verra pour qui. Aujourd'hui, on verra pour qui. Pour qui roule. Alors, après, tu dis pour qui roule Olivier Jalaguier. Olivier Jalaguier, il est président de Magnanime, et Magnanime est un conseil d'administration qui décide, les décisions se prennent de façon collégiale. Et de chaque fois qu'on prend une décision, c'est ensemble qu'on la prend. Il y a un groupe de 15 personnes qui décident ensemble des décisions que l'on prend. Après, Olivier Jalaguier, oui, il a un parcours, il me semble qu'il peut intéresser le territoire d'engagement professionnel, 22 ans chef d'entreprise, vice-président de la Chambre de commerce, je connais le monde économique, je pense pouvoir bien connaître le monde économique, mais aussi sportif, aussi culturel. Voilà. Je connais les préoccupations de ce territoire, j'ai une ambition pour mon territoire, et forcément quand on écrit et quand on initie une démarche comme ça, on a une ambition de participer à l'aventure collective. Ton ambition, j'ai compris. Ton ambition, tu vas la proposer à quelqu'un quand même. Alors, si tu as, je crois que tu étais à mes vœux, les vœux de Magnanime fin janvier, tu as pu voir que le parterre nombreux qui est venu aux Antonins a été représenté autant de gens de gauche, des socialistes engagés, élus, des républicains. Il y avait là des marcheurs nombreux. Il y avait un petit peu des jeunes, des vieux, des gens du milieu économique, des gens des quartiers. Voilà, c'est un petit peu ça le laboratoire d'idées Magnanime. C'est au-delà des idées, essayer de rassembler. Moi, je ne suis pas dans la confrontation, je ne suis pas contre les gens, mais pour le territoire. Voilà, c'est toute la différence avec la politique traditionnelle. Nicolas. Oui. Ça t'incite quelque chose comme effectivement, la démarche qui est d'être pour le territoire, je pense qu'on la partage, c'est clair. Moi, effectivement, ma démarche, c'est de sortir de la politique, comme on dit souvent à l'ancienne, c'est-à-dire de sortir des appareils politiques, de sortir d'un seul camp qui resterait sur lui-même, qui refuserait toute conversation et tout dialogue et toute construction et co-construction avec d'autres pôles. Donc effectivement, je pense qu'il est très important de rassembler des compétences qui sont reconnues sur le territoire pour ce qu'elles font,
ce qu'elles font de positif pour les Nîmois et pour la ville de Nîmes, et ensuite d'être néanmoins soutenues par différentes formations politiques, différents appareils qui pourraient se retrouver dans ce qui est porté par ces compétences. Ça, Nicolas, si je peux me permettre, Allez-y. Beaucoup le disent. Oui. Jérôme Pech dit la même chose, Jean-Paul Boré dit la même chose, Alors, beaucoup disent la même chose. Dans les deux que tu viens de citer, il y a quand même, il y en a un qui reste dans une logique d'appareil, un autre un peu moins, mais qui en même temps, effectivement, n'est pas suffisamment peut-être dans la réflexion commune avec ceux qui sortent de sa propre association. Moi, je veux quelque chose effectivement de beaucoup plus large. Oui. Alors, je sais pas, parce que ça fera peut-être partie des questions tout à l'heure, mais voilà, comment tu vois l'ouverture? Parce que tu sais, il y a une formule qui dit dire fait rire, faire fait taire. Tout à fait. Pour faire taire les choses, il faut aller à la rencontre Exactement. Moi, Magnanime, on est allé à la rencontre, franchement, de tous les segments. On a rencontré, bien sûr, ma famille politique, les Républicains, s'est présenté, on a expliqué notre démarche, qui ne plaît pas à tout le monde, hein, je vous avoue. On a rencontré les marcheurs, et les nombreuses sections, je ne sais pas comment on les appelle. Les comités. Merci. Les comités En Marche, qui sont 3 ou 4. Ils sont 5. cinq. Oui, au fait de toutes les subtilités de ce parti. Mais après, on a rencontré des socialistes, on a rencontré Jean-Paul Boré. Voilà, on a des contacts avec beaucoup, tout le spectre, bon, républicain, on va dire, Oui, politique. pas le FN, évidemment. Oui, mais je ne vais pas dire qu'il faut rencontrer le FN. Mais moi, je rencontre les électeurs du FN. Ah oui, ça, parce c'est qu'il faut différent. comprendre. Parler aux gens, bien sûr. Il faut comprendre leur situation. Ah, ça c'est évident, il faut comprendre Sinon, on pourquoi résoudra pas les quelqu'un problèmes. va être amené à voter pour le FN, le RN, et effectivement répondre à certaines de ses attentes ou expliquer par la pédagogie aussi parfois ce que l'on veut porter et en quoi ça se différencie nettement. Oui, mais la pédagogie ne du suffira programme. pas Et pour il y a régler les problèmes. bien souvent, il y a des déçus de la Bien politique. sûr, bien sûr. Qu'on trouve d'ailleurs très à droite, très à gauche, enfin à gauche qui vont se rallier. Exactement. Comment C'est ne parti. pas être déçu? Ben oui. Comment ne j'ai pas beaucoup de être raisons. déçu? La ville évolue, le territoire évolue beaucoup. Le territoire n'existait pas, il a été structuré, il a été élaboré, il y a eu des outils structurants qui ont été créés. Mais le nerf de la guerre, l'emploi, l'économie, a été oublié. C'est le parent pauvre de cette politique-là. Donc il faut vraiment maintenant, et moi c'est tout le sens de mon engagement, mettre l'économie au centre des priorités. C'est pas que des mots. Encore une fois, je disais, dire fait rire, faire fait taire, mais là aussi, il faut que l'agglo n'utilise pas un mot comme ça, l'emploi, c'est notre priorité. Ça doit vraiment être une priorité. C'est-à-dire qu'on doit faire des choix, et choisir, c'est renoncer. Mais Quelqu'un donne un budget, il faut savoir faire des choix en termes Mais économiques. c'est intéressant parce que justement, ça fait quand même de très nombreuses années que tes amis politiques notamment sont en responsabilité et tu fais toi-même le constat que quand même ça marche pas. Donc clairement, je pense qu'il y a nécessité de tourner la page Alors, et de changer un petit peu certaines têtes. C'est pas faire du jeunisme, hein, ça peut être des têtes de toutes les générations, mais mettre en avant Non. certaines compétences qui ne l'ont peut-être pas été suffisamment parce que de fait, il y a quand même un constat d'échec sur certains points et notamment sur l'emploi. Avec... parce que c'est la responsabilité aussi, pas que des présidents de l'agglo successifs ou des maires, c'est aussi la responsabilité de tout un chacun, de tous ceux qui se préoccupent de la vie politique locale. Je pense qu'il faut, à un moment donné, dire les choses. L'agglo, elle avait besoin d'être créée, d'être structurée. On sait comment ça fonctionne, une agglo. Ce n'est pas une majorité municipale, c'est une majorité qui est difficile à obtenir, donc qui nécessite des consensus. Et quand on a des Ça, c'est très bien de consensus, faire des consensus. C'est bien de c'est faire de la pas forcément concertation. très efficace. Ah, la concertation, c'est autre chose. On a justement un manque de concertation très net à Nîmes. Ah, À mais ça, l'inverse c'est de la grandes certitude. villes dans le Grand Ouest, La où cons- on peut construire des choses sur des grands projets sur le long terme, parce que justement on arrive à se Les concerter. les À fonds de Nîmes, concours c'est quand même un problème. aident la Tu concertation. as fait mais ils ne référence résoudent notamment pas les problèmes. Tu as fait référence notamment à la mairie de Paris. Tu disais Ouais. qu'effectivement. Oui, par exemple, à la mairie de Paris, vous allez retrouver des gens du PC, d'En Marche, du PS actuellement. Bon, ils arrivent quand même à co-construire des choses, hein, quoi qu'on en pense. C'est une ville qui avance. Et à Nantes aussi, qu'on pourrait évoquer, qui est une ville qui a quand même beaucoup bougé ces 20-30 dernières années, grâce à cette concertation, à cette culture du dialogue, qu'on n'a quand même pas vraiment à Nîmes, parce qu'on est dans un jeu de posture. Hein, et on a tendance à avoir des politiques qui se partagent les rôles, qui se partagent les postes, qui se partagent les rôles, et ce depuis 30 ans. Et C'est un ça, peu je le crois cas. qu'il faut vraiment changer C'est un peu cette le cas, logique de clan. C'est un peu le cas, Olivier. Il faut surtout changer au-delà des hommes. Encore une fois, je ne suis pas contre les hommes et les femmes qui font la politique. Moi, je suis
pour le territoire. Et il faut changer les logiciels qui nous animent. Il faut qu'on ait davantage de politique que d'élus. Moi, je fais une différence entre le politique et l'élu. Et quelle est la différence entre La le politique différence, elle et est l'élu fondamentale. Il y a des élus qui ne font jamais de politique, qui ne font qu'appliquer, et c'est pas une critique, qui sont là pour appliquer et n'avoir jamais aucune position, jamais aucune réflexion sur l'avenir de leur territoire. C'est pourtant ça ce qu'on leur demande. Et puis il y a des gens qui font de la politique et qui ne seront jamais élus. Et il y en a plein. On peut citer des noms, mais on n'est pas là pour citer des noms. Il y a des gens qui sont là pour faire... je ne sais pas ce qui me vient... Prenons Éric Firoud par exemple. Voilà. Oui. C'est le premier qui me vient, franchement, il n'est pas le seul. Voilà quelqu'un qui a toujours voulu faire de la politique, qui fait de la politique, qui a toujours cherché, il a toujours été dans des combats d'élection. Bon, il n'a jamais été élu à ce jour, mais il fait de la politique, il participe à l'animation, et puis il y en a d'autres sur d'autres segments de l'échiquier. Moi, je fais la part des choses entre l'élu et le politique. Le politique, il a une vision pour son territoire. C'est ton raisonnement également. Effectivement, le politique doit avoir une vision pour le territoire. Bon, c'est très bien de faire de la politique même sans être élu, en ce sens où on participe au débat public, et ça c'est toujours positif de participer à la vie de la cité. On n'est pas obligé de participer à la vie de la cité qu'en étant élu, on peut le faire par plein de façons. Mais effectivement, quand on est élu pour des convictions, et donc on doit mettre en œuvre un certain nombre de convictions. Bien, alors tu es entre Nîmes et Paris, très intéressé par ta ville d'origine, puisque tu es Nîmois d'origine. C'est ma ville tout court, oui. C'est ta ville, au point de te présenter est-ce que tu te présenteras pour les élections de 2020 ? C'est beaucoup trop tôt pour le dire. Là, on est vraiment dans le temps des élections européennes, qui est un temps, à mon avis, très important. Un débat qu'on ne doit surtout pas parasiter, il me semble. Après, évidemment, tout le monde le sait, oui, je suis très intéressé par la ville de Nîmes et par les Nîmois. Je suis amoureux. Je pourrais dire que mon cœur bat à Nîmes, ça c'est certain, et ce sera toujours, je crois, ainsi. Donc j'ai pas mal de choses à proposer et une démarche que j'ai rapidement esquissée tout à l'heure. Mais pour le moment, il est trop tôt pour... Alors, sachant que le socialiste nîmois Jérôme Puech a déclaré qu'il demanderait l'investiture du PS, serais-tu prêt à soutenir cette investiture de Jérôme Puech? Et qui est le plus légitime, toi ou Jérôme Puech? Justement, là vous voyez, on revient sur cette logique d'appareil. Moi je propose autre chose. Alors je vais aller jusqu'au bout de cette proposition. Après on verra ce qui est décidé par les uns et les autres. Mais pour le moment cette question est totalement prématurée, puisque justement moi je suis sur une autre démarche qui sortent des seuls camps rétrécis, si je puis dire, qui sortent des logiques d'appareil pour essayer de rassembler large. Pour créer une alternative qui à mon avis pourrait faire du bon boulot à Nîmes, il faut sortir d'un seul camp qui serait le seul camp du PS par exemple. Il faut aller beaucoup plus loin. Et donc il faut sortir de cette logique d'appareil. Donc pour le moment je ne m'inscris pas tout à fait dans cette même logique que Jérôme. Et quelle est la logique d'appareil? C'est-à-dire, je pense que Jérôme cherche effectivement... En marche et après tous ceux qui sont progressistes, qui veulent changer les têtes, qui veulent changer les mentalités, qui sont dans cette culture de la concertation, du dialogue, et qui sont vus comme des progressistes. Ça peut être vu comme des divers gauches, mais il peut y avoir des gens qui viennent d'autres horizons, de la droite ou du centre, mais qui sont profondément humanistes et qui veulent rassembler. Il y a quand même cette étiquette ancrée du Parti Socialiste chez toi. Donc, bien sûr, moi je suis un homme de gauche, je ne vais pas le renier à aucun moment. Les gens savent, je ne trompe pas sur la couleur, les gens savent d'où je viens et ce que je suis encore aujourd'hui. On sait très bien quand même que la République en marche a donné un grand coup de pied dans la fourmilière. Oui, tout à fait. Et ça c'est une bonne chose, donc tu serais peut-être prêt, toi aussi peut-être, à suivre la République en marche ou collaborer avec eux, ou alors soutenir Yvan Lachaud. Il m'arrive de parler avec les... Moi aussi je parle avec eux. Allez-y. Je suis très clair, quand on travaille avec les socialistes, les marcheurs, les républicains, des centristes, voilà, c'est très large. Moi ce qui m'anime, c'est, tout à l'heure Nicolas disait, il faut changer les têtes. Moi je ne dis pas qu'il faut changer les têtes. Ça passe peut-être par un changement de tête, mais moi je dis qu'il faut un projet. Voilà, c'est ça la différence. Il faut des projets, je pense. Si on s'arrête à l'individu, on n'avancera pas. Alors là-dessus, on est dans des problèmes d'ego et on n'avancera pas. Mais ça, c'est sûr qu'il ne faut pas être dans des problèmes d'ego. Mais il s'agit plus de. Bah oui, mais pourquoi? Parce que les gens veulent pas donner le flambeau, j'allais dire. On a quand même des sortants qui veulent surtout pas bouger de leur place. Nicolas, parce qu'aussi personne ne propose une autre alternative. Si, justement, moi je propose une autre alternative. Et je pense qu'il faut des projets structurants plus qu'un programme. Parce que les programmes très détaillés, c'est très compliqué de s'y tenir parce que la conjoncture fait que les choses évoluent et du coup on trahit les électeurs et ça il faut l'éviter. C'est ce que l'on fait depuis des projets 18 mois, Nicolas. Si Magnani s'inscrit là-dedans, c'est une bonne chose. Je t'invite à nous rejoindre. On discutera. Depuis 18 mois on fait ça. Non mais ça c'est vrai qu'il faut parler de projets structurants, c'est très important. Mais bien entendu, sinon on va dans le mur. Sinon on n'avance pas. Moi depuis 18 mois que j'ai créé Magnanime, les journalistes
comme tu le fais, Patrick, et c'est leur métier, c'est normal, n'ont de cesse de me poser la question, pour qui tu roules, c'est candidat. Moi, je me bats justement, on a créé Magnanime pour ça, alors c'est lent, hein, le processus est lent de pédagogie, mais pour dire, arrêtons de parler de candidats, et demandons aux candidats ce qu'ils veulent faire. C'est quoi leur projet? Par exemple, quand on dit qu'on a un projet, on dit, est-ce que tu es candidat? Par exemple, Magnanime, Oui. vous pourrez présenter une liste alors. Alors, au Magnanime, municipal. pour répondre à ta question, Magnanime, aujourd'hui, travaille à l'élaboration d'un projet. On est en phase d'écriture là maintenant, on a beaucoup rencontré d'experts, je pourrais expliquer tout à l'heure comment on fonctionne, mais on rencontre beaucoup d'experts. Aujourd'hui, on est en train d'écrire notre projet, qui sera prêt à mon sens à la rentrée. Ensuite, et comme là je rejoins Nicolas, aujourd'hui c'est prématuré de dire quoi qu'il en soit sur les candidatures éventuelles, parce qu'on ne sait pas qui est candidat, on ne sait pas le résultat des européennes, il y a plein de... on ne sait pas si le maire en place sera candidat à sa candidature, il y a plein de choses qui sont pleines d'inconnus. En revanche, lorsque le projet sera écrit, c'est sûr que la question qui va se poser, c'est à qui on propose notre projet. Mais ça, c'est écrit depuis le début. À Magnanime, la question de se poser celle-ci, soit ça sera quelqu'un qui pourra incarner notre projet et qui sera choisi de l'extérieur, sur la panoplie qu'on vient d'expliquer tout à l'heure, soit quelqu'un qui sera choisi de l'intérieur. Mais ça, c'est le conseil d'administration qui le décide. Donc il est exclu que Magnanime puisse partir pour les municipales de 2020. Mais Magnanime, ce n'est pas un appareil, une machine de guerre politique. C'est un laboratoire d'idées, c'est un think tank. Si demain, Magnanime décide qu'à l'intérieur de ses rangs, il y a quelqu'un, par exemple moi ou d'autres, qui soit le mieux à même d'incarner et de porter ce projet, à ce moment-là, il y aura, j'imagine, une structure créée spécifique pour aller aux élections ma question. municipales. Voilà. Donc, Magnanime, mais aujourd'hui, franchement, c'est pas le débat. C'est pas le débat. Mais on a bien enregistré quand même qu'éventuellement Magnanime pourrait. Mais on n'a jamais dit le contraire. On l'a écrit depuis le début. Tu roules pour personne déjà. Tu roules pour Magnanime, mais c'est déjà une bonne chose. Tout à l'heure, je te posais la question pour qui roules-tu? Tu me dis pour personne, nous sommes des gens. On roule pour le territoire. Pour le et territoire. À travers Magnanime, on écrit un projet de territoire. Question pas. J'entends tout à fait la démarche, effectivement. Moi, c'est une démarche, effectivement, qui rejoint cette logique de sortir des appareils et de co-construire des projets structurants pour la ville. Effectivement, c'est ce que moi je souhaite fort. Après, on a une vraie différence. Hein. Je pense quand même qu'il y a une nécessité de tourner la page, de changer des têtes, de mettre des compétences qui ont trop souvent été mises dans l'ombre, notamment certaines qui existent aussi dans l'ombre des élus actuels, de les mettre au premier plan et effectivement de passer d'une culture de jeu de posture où chacun partageait son rôle politique et son mandat avec une logique plus générale de co-construction qui dépasse ces... Oui, tu dis qu'on a une vraie différence, mais il n'y a pas de différence. Là, sur ce point-là, en tout cas, Nicolas, il n'y a aucune différence. Je pense aussi que le renouvellement des logiciels passe par un renouvellement des hommes. C'est entendu. En revanche, il ne faut pas focaliser là-dessus sur le renouvellement des hommes. Non, Il faut qu'il y ait une étape supplémentaire. C'est sûr, mais le renouvellement des hommes, moi je vais être très clair. J'ai dit toute l'amitié, tout le respect, toute la fierté d'être un ami de Jean-Paul Fournier. En revanche, moi je lui conseille, quand on se rencontre, de ne pas se représenter pour un 4e mandat. Parce que je trouve qu'il a fait suffisamment pour cette ville et que je trouve que aujourd'hui, encore une fois, de droite comme de gauche, quelles que soient les partitions politiques, tout le monde est reconnaissant, éminemment reconnaissant. Il aura marqué, quoi qu'il en soit, l'histoire de cette ville. Repartir à un combat, c'est repartir à un combat frontal avec son ennemi de toujours. C'est ce que j'allais te dire. Et ça, c'est pas bon pour la ville. Je pense que c'est pas bon pour la ville. Voilà. On sait que son ennemi juré, c'est quand même Yvan Lachaud. S'il se retire, ce sera quand même Yvan Lachaud qui et la ville n'a pas besoin de ça. Oui, mais au-delà des têtes, de fait, on l'a dit aussi tout à l'heure, il y a eu des manquements ou des choses qui n'ont pas été faites, notamment sur l'emploi, avec une offre d'emploi qui est très restreinte à Nîmes, peu d'emplois qualifiés. On a quand même un vrai souci, l'attractivité économique, l'attractivité touristique, le social, la mixité sociale qui est très faible et qui va conduire à des relégations sociales et du communautarisme. Il y a plein de choses qu'on pourrait évoquer et qui n'ont de fait pas abouti aujourd'hui. Oui, mais la priorité, encore une fois, je rejoins, c'est pour ça que Magnanime s'est créé sur une volonté de développement économique. Il faut répondre aux besoins de 95% de la population nîmoise dont le revenu est très faible. Voilà. C'est vivre dans un cadre de vie agréable et sécurisé. Ouais. Qu'est-ce que je mets
dans le frigo, comment je remplis mon frigo tous les matins, et comment je peux offrir un avenir à mes enfants. Oui, tout à fait. Voilà. Et quand on aura répondu à ces 3 questions, Moi, on aura j'ajoute gagné. quand même l'écologie. Il y a vraiment une importance forte quand même de l'écologie. Les gens veulent vivre dans un cadre de vie qui est bon, qui est sain à tout Le point de vue. cadre de vie, mais l'écologie, ça c'est notre approche aussi, et d'ailleurs ça rejoint une réflexion d'une élue pour laquelle tu as travaillé, Ségolène Royal. Je sais que c'est pas ma tasse de thé politique. En revanche, elle a une formule très juste. L'écologie ne doit pas être une contrainte, mais une pas chance. punitif. Ouais, c'est pas punitif. Et c'est une chance, l'écologie. Tout à fait. Et il faut savoir l'utiliser, mais on ne peut pas la vendre comme écologie. Sinon, on le voit, le résultat, il est catastrophique. L'écologie doit être un moyen de développement économique. Et sur notre territoire, nous, on a fait la colonne vertébrale de notre projet. Et on n'a pas obligatoirement besoin d'un parti politique Non, pour être écologiste. maintenant, tout c'est simplement, hein. transversal et tout le monde a bien compris. Ça fait- Oui, Ouais. même si néanmoins, ça suppose quand même parfois des contraintes de respect de l'environnement, de normes environnementales, et donc vous aurez des formations politiques qui s'opposeront à tout ce type de contraintes. Vous savez que ça tourne vite. Je vais Ouais. essayer encore deux questions à vous poser. Bon, depuis les attentats, l'Observatoire de la laïcité a été très sollicité pour intervenir, comme tu le soulignais Ouais. tout à l'heure, dans les établissements scolaires, etc., etc. Alors moi, je voulais te poser, quel est ton sentiment, et à toi aussi, sur ce qui se passe à Échirol? Oui. L'avocat de l'établissement privé musulman dénonce un acharnement à visée politique. Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, l'avait dénoncé comme un moment d'inspiration salafiste. Ouais. Alors, des cours, ils sont toujours prodigués. Est-ce normal? Non, alors moi, là-dessus, je vais être très clair. L'Observatoire de la laïcité, depuis son installation, depuis 2013, demande un renforcement des contrôles des établissements hors contrat, ce qui est le cas de cet établissement qui s'appelle Philippe Grenier, qui est une école d'Échirol, à côté de Grenoble. Donc très tôt, nous avons demandé un renforcement de ces établissements parce que beaucoup de ces établissements, qu'ils soient musulmans, méthodes alternatives, ultra-catholiques, etc., ont tendance à prodiguer des cours, des enseignements qui sont contraires aux valeurs de la République. Et ça, c'est inacceptable. Et qui, en plus, ne permettent pas d'acquérir les bases du savoir. Donc on a demandé très tôt un renforcement de leur contrôle. On l'a obtenu enfin via une proposition de loi de la sénatrice Françoise Gatel en 2017. Et depuis, donc, on a plus de critères pour contrôler ces établissements et pour les fermer. Jean-Michel Blanquer a eu raison de demander la fermeture de cet établissement. Pourquoi ce n'est pas tout de suite fait? Tout simplement parce qu'ils ont fait appel de la décision. Ils contestent cette fermeture qui a déjà été décidée en première instance par le tribunal. Et du coup, on est en attente de cela. Pour autant, on a quand même demandé, on a trouvé des places à tous ces élèves. Certains ont déjà changé d'établissement, et pour ceux qui ne changent pas d'établissement, il y a quand même eu une information au procureur de la République sur le fait que ses parents refusaient que leurs enfants changent d'établissement, alors qu'on considère en effet que cet étabbissement ne fournit pas les bases des connaissances, et en plus transmet des valeurs qui sont contraires aux valeurs de la République. Donc évidemment, je suis favorable à cette fermeture. Quel est ton point de vue, toi, sur ce fait? Au-delà de l'exemple, je pense que il y a trop de débats sur la laïcité. Alors je sais que je ne vais pas Non, aller dans si, le sens, c'est vrai. mais je On pense en parle que un peu pour tout et n'importe quoi. je pense que et j'ai beaucoup apprécié les propos du président de la République sur la laïcité récemment, là, quand il était reçu par les intellectuels, où il a clairement dit, pour moi, la laïcité, il y a la loi de 1905 et toute la loi et que la loi de 1905. Et il faut, mais après c'est bien, mais il faut appliquer la loi. Partout, tout le temps. Voilà. Et il a rajouté une chose qui me paraît essentielle, la laïcité ne souffre pas d'un adjectif qu'on lui accole. Bien sûr. Voilà. Et il faut appliquer partout, toujours, la laïcité. C'est vrai. Le principal problème est cette application concrète du principe de laïcité, qui n'est pas toujours bien compris et qui n'est pas toujours assurée. Alors après, il y a des débats entre vous, parce que Laurent Bouvet, en fait, il y a toujours eu, Blanquer, bien sûr, pareil, il y a toujours eu ils sont contre les positions de l'Observatoire. Pas le ministre, mais après certains intellectuels, parce qu'il y a toujours eu des conceptions divergentes de la laïcité depuis sa conception même. Après, il y a une application en droit. Et nous, on est là, c'est normal, on est une instance de l'État pour défendre l'application en droit et pas d'autres Et interprétations justement, intellectuelles. tout n'est pas obligatoirement compris. Et tu as commis un livre, La laïcité pour les nuls, oui. La laïcité Dans la pour collection les nuls. pour les nuls. Oui, Effectivement, ils m'avaient demandé, la collection pour les nuls, de faire un petit livre sur la laïcité pour expliquer de manière très pédagogique, très claire, très simple, comment s'applique cette laïcité dans des cas très concrets. Très bien. Donc, peu de minutes il nous reste. Alors, depuis le 19 novembre, les revendications des Gilets jaunes sont-elles justifiées à votre avis? Tu me poses la question? Oui. Pardon, oui, en priorité. Ok. C'est toujours justifié quand il y a un mouvement comme ça, très large, qui s'exprime.
Tu es gilet jaune, toi? Comment? Tu es gilet jaune? Non, je ne suis pas gilet jaune. Je ne veux pas voir l'indécence de manifester aux côtés des gens qui souffrent dans leur quotidien. Mais on peut quand même leur apporter Non, un je pense qu'il soutien. faut. Non, ouais, on peut leur apporter un soutien. Moi, j'entends, je ne leur apporte pas de soutien, j'entends. Par contre, je déplore les dégradations. Parce que j'ai pas compris ce mouvement au départ. Et donc, chaque fois qu'ils sont venus manifester ici à Nîmes, les deux rassemblements régionaux qu'il y a eu, je me suis mêlé au cortège pour voir et comprendre. Et j'ai vu la différence qu'il y avait entre, d'un côté, ce qu'on peut appeler les sympathisants alors, la France insoumise, j'imagine, hein, ou la frange un peu anarchiste, et puis le côté plus Rassemblement national. Il y avait vraiment ces deux catégories-là, mais il y a quand même un mélange qui se fait, et mine de rien, ce qui casse recueille petit à petit les sourires de ceux qui les cassent. Enfin, pour ma part, je suis allé faire quelques reportages sur les ronds-points, et j'ai quand même vu une France dans la misère qui souffrait. Oui, alors, Il faut pas l'ignorer. c'est pas une France dans la misère, Patrick. À mon sens, c'est une France qui est dans la misère morale. Il y a une misère morale. Parce que la France qui est dans la misère, elle est dans la rue. Hein, c'est pas la fin du mois contre la fin du monde, c'est la fin du jour. Je voulais dire que quelqu'un qui vivait avec 800 € par mois. Je pense que dans ce mouvement, il y a de tout. Il y a de tout. À ce sens, ça peut être jugé comme assez représentatif, en tout cas au départ. Après, il y a des choses inacceptables, c'est toutes les casses qu'on a connues et qui continuent. Mais effectivement, ce que ça peut traduire de manière générale, c'est qu'on a là beaucoup de gens qui n'estiment ne plus avoir leur place dans la société et veulent retrouver leur place légitime au sein de la société, qui estiment avoir été humiliés par la vie quotidienne, par le monde qui les entoure, et qui n'acceptent plus cet état de fait, et qui veulent retrouver effectivement un petit peu d'honneur, quoi. Et donc il faut effectivement entendre cette misère sociale, cette misère dans leur identité propre au sein de la société, il faut y répondre. Et je crois que c'était aussi pour ça qu'avait été conçu ce grand débat national, sauf qu'évidemment, il faut maintenant qu'il ressorte des propositions très concrètes et qu'elles s'appliquent Qu'en pensez-vous de ce grand débat national? Et là, il faut revenir aussi à quelque chose, axé quand même forcément sur la justice sociale, il me semble. Je voulais répondre, Olivier. Juste, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Marx il y a très longtemps. Les conditions d'existence déterminent la conscience. Aujourd'hui, les gens qui vivent effectivement ces conditions d'existence ont un positionnement politique qui fait qu'ils se révoltent. C'est normal. Et on ne peut pas leur reprocher d'un côté être extrême gauche, d'un côté peut-être extrême droite, ou d'être ainsi. On ne peut pas le reprocher. En revanche, le grand débat a ses limites, forcément. C'est la réalité, c'est le résultat par la preuve qui fera la différence. Aujourd'hui, il n'y a pas la preuve. Membre de l'Académie de Nîmes depuis peu, oui. Dont tu es le Benjamin, oui. Est-ce une reconnaissance ou bien un tremplin pour quoi que ce soit, pour la politique? Non, c'est pas un tremplin. D'ailleurs, vous savez, pour l'Académie de Nîmes, on ne peut pas être candidat. Hein. On est présenté par des parrains qui sont membres de l'Académie au moment du décès d'un académicien pour prendre la place de cet académicien. Et effectivement, j'ai eu l'honneur d'être proposé par des différentes personnes membres de cette académie, qui d'ailleurs dans leur vie de tous les jours ont des orientations politiques très différentes, et qui m'ont proposé de prendre cette place. Mais évidemment que ce n'est pas un tremplin pour quoi que ce soit. Quand je vais travailler pour l'Académie de Nîmes, je vais travailler simplement à des travaux scientifiques, des travaux intellectuels, des travaux sur le patrimoine, sur l'histoire, sur la laïcité peut-être, etc. Mais évidemment pas pour m'en servir pour quoi que ce soit à l'extérieur. C'est quelque chose qui reste d'intérêt général. Il est hors de question de l'utiliser à d'autres fins. C'est une société savante, comme on dit, et qui, je pense, peut apporter beaucoup pour la vie collective. Tu voulais dire quelque chose? C'est bon? Non, juste, on avait échangé avec Nicolas là-dessus, parce que lors d'une petite vidéo, j'avais découvert, lorsqu'il est rentré à l'Académie de Nîmes, qu'on rentrait à l'Académie de Nîmes sous la base de quotas religieux, catholiques, protestants, et ça m'a... Voilà, mais c'est vrai que ça paraît choquant sourire comme ça. de voir Non, que mais tu c'est rentrais vrai. sur un quota En fait, religieux. ça paraît très choquant, mais c'est historique. Ouais. En fait, à l'Académie de Nîmes, suite aux guerres de religion, vous avez eu effectivement un groupe qui est composé de catholiques, un groupe qui est composé de protestants et un groupe qui est composé d'indépendants. Donc effectivement, c'est étonnant d'avoir ces trois groupes. Mais c'est maintenu malgré tout par les académiciens parce que ça a une vraie histoire locale qui est ancrée. Après, évidemment, vous pouvez avoir des gens qui sont sur le quota, comme on dit, protestants ou catholiques ou indépendants.
alors même que ce seront des gens qui peut-être ne pratiquent ni le catholicisme, ni le protestantisme, mais en revanche ont été choisis par des parrains qui sont de ce quota-là. Donc ça n'a pas grand sens en pratique, et il ne faut pas voir cela comme une assignation à une religion. C'est ce qui t'avait choqué, non, peut-être? Non, pas du tout. Non, Non, le quota, rien qui me choque, moi. Le quota, il y a non, sur le beaucoup quota. pour me choquer. Ah mais c'est vrai que pour moi c'est étrange. Il Ça peut défend la apparaître laïcité et d'un autre côté, voilà, Ah, mais je c'est- défends c'est- la c'est- laïcité. La dernière question, la toute dernière. Oui. Simon Cassas Productions propose à ses abonnés promotionnels la Fiesta Brava. Donc, tu es satisfait que la municipalité et Simon Cassas ait pris quelques-unes de tes propositions? Alors la municipalité n'en a pas prise. Ça veut dire. Voilà. Elle s'est inspirée de la méthode, mais n'a pas retenu les solutions. En revanche, Simon Casas a retenu une solution, mais il n'a pas demandé d'autorisation. Voilà. Donc, c'est juste bon, bien sûr qu'on est tous satisfaits qu'une de nos propositions ait été exploitée, on va dire. Mais bon, il faut aller beaucoup plus loin. Et je pense que les Nîmois attendent. Je crois que il y a un vrai décalage, on n'a pas parlé à propos de la laïcité, mais il y a un vrai décalage entre ce que pensent nos autorités et ce que pense la majorité de la population. C'est pour ça qu'il faut être sur le terrain. C'est vrai aussi pour la laïcité, Nicolas. Ouais, mais c'est pour ça que moi je suis tout le temps sur le terrain. Oui, mais quand on voit l'étude que sort l'IFOP avec la Fondation Jaurès sur la laïcité, les Français, ils sont très clairs sur la laïcité. Cette étude, Ah non, c'est très clair, outre pour qu'elle le a coup. beaucoup de biais, non, elle rejoint tout à fait notre étude qu'on a faite un mois avant. Ah bah, ils sont pour aller beaucoup plus loin que la loi, les Français Non, aujourd'hui. pas sur tant la que ça en laïcité. réalité, justement. Tout dépend, parce que cette étude elle a un biais, c'est beaucoup que plus justement la question sur la laïcité est posée sans qu'on rappelle quelle est la définition juridique de la laïcité. Du coup, les gens réagissent par émotion, sans vraiment savoir quel est le cadre juridique. Alors que justement, dans notre étude, on avait bien fait la distinction. Je sans- trouve sans qu'elle rappel elle va rappel. vraiment bien plus loin. Nous cette n'avons étude. pas pu faire le tour de tout ce que nous souhaitions poser comme question. Oui, on pourrait Hein en parler des heures. Et Surtout sur la laïcité. Surtout sur la laïcité. Bon, nous aurons peut-être. Ce sera l'autre occasion. Une autre occasion. Avec plaisir, avec plaisir. En tout cas, je voulais te remercier, Nicolas. Merci. Nicolas Cadenne, d'être Merci à venu toi. dans l'émission tête à tête. Ça Vraiment. me fait plaisir. Eh bien, Merci. nous aussi. À toi, Olivier, qui a l'habitude des médias. Merci Patrick. Hein. Tu as rappelé dans ton CV, je n'ai pas pu en parler, que tu avais créé des grandes gueules du Gard avec quelques copains. Ben, ensemble, hein. Eh ben oui, parce que moi j'étais l'animateur de cette émission-là. Ouais. Et Belle époque. j'avais fait référence sur une affiche magnifique qui datait de 2014, 2014. ouais. où on voit un matador de dos. Ouais. C'est la. Eh bien, figurez-vous, je vais vous mettre dans les confidences ce matin. Olivier, puisque c'est mon anniversaire aujourd'hui, Ah, joyeux anniversaire. Olivier est venu et m'a offert cette affiche. Voilà, et je voulais vraiment te remercier C'est un parce que plaisir. ça me fait vraiment plaisir. C'est un plaisir. Voilà. Merci à toutes et merci à tous. Alors, Merci. à toi, mon Benji. Moi, je l'appelle le Baron Noir, hein, mais donc c'est notre ami Benjamin Baron qui est toujours à la vision. Merci à toutes, merci à vous de nous suivre aussi fidèlement. À très bientôt. Bye bye.